Bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure du 20h sur la RTNC et dans les titres ce soir. Sommeil. La suite de la campagne de vaccination, du moins la riposte contre la peste des petits ruminants et la rage canine, 140 000 doses de vaccins à administrer aux animaux dans les territoires de Kasangouloum, Banzangungu et Tchela. Nous sommes là dans le Congo central. On y revient dans ce journal pour plus de détails. Les sites de l'université de Kinshasa sous la menace des têtes d'érosion qui visiblement avancent inexorablement vers les résidences de professeurs sur les campus. Le ministre ou encore la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire est arrivée sur place pour faire le constat et entrevoir en même temps des pistes de solutions. Des images à suivre également dans un instant dans ce journal. Bienvenue à tous, c'était le week-end dernier, la journée mondiale de la liberté de la presse et les acteurs majeurs, du moins les professionnels des médias, se sont retrouvés aujourd'hui au Congo Fleuve Hotel en présence du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a réitéré dans son message son engagement à promouvoir un pluralisme médiatique. Et cette 32e célébration a tourné autour de la thématique sur le journaliste congolais face au défi de l'intelligence artificielle, l'information et désinformation en ces temps des guerres d'agression rwandaises. Nous allons y revenir avec plus de détails dans nos tout prochaines éditions. Les agents de la police spéciale des circulations des roulages ont été outillés sur le code de la route, une sorte de remise à niveau, mais aussi sur les amendes transactionnelles. Très souvent, pomme de discorde entre usagers de la route. Un atelier de formation initié par l'inspection générale de la police dont les travaux ont été lancés par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. D'autres précisions dans ses commentaires. Suivez. C'est à l'issue d'une mission de contrôle, enquête et évaluation sur le travail de la police des circulations routières que l'inspecteur général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal, Philémon Patience Mouchidiave, a décidé d'outiller les commandants des grandes unités de la PCR sur le rôle de l'inspection générale dans la mise en œuvre du code de la route et de la pratique des amendes transactionnelles. C'est dans ces cadres même qu'il s'est ouvert cet atelier de renforcement des capacités en faveur des inspecteurs et éléments de la PCR sous le haut patronage du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Cette réunion est l'opportunité d'une autocritique interne qui vise à réfléchir ensemble aux solutions durables face aux maux et réalités actuelles qui minent nos villes, nos cités, nos routes et avenues, à savoir embouteillage, inaction et pratiques illégales enracinées au sein de la PCR. Bannir les pratiques honteuses, c'est en substance les messages du commissaire divisionnaire principal, Philémon Patience Mouchidiave, à l'ouverture de ses assises. Face à ces défis, il est impératif d'une part d'outiller nos agents de la police de circulation routière avec des compétences techniques, juridiques, éthiques et déontologiques nécessaires pour accomplir leur mission avec professionnalisme, intégrité, probité, honneur et efficacité. Et d'autre part, d'appeler les usagers de la route au respect strict de leurs obligations vis-à-vis de la législation routière. Par ailleurs, cet atelier qui connaît la participation de membres de différentes associations, des transporteurs et chauffeurs de Kinshasa, est organisé en collaboration avec la société Intelligency Global Consulting, partenaire de l'inspection générale en matière de formation. L'utilisation de l'intelligence artificielle au sein de l'appareil judiciaire diminue dans la pratique les volumes de travail. L'on peut donc résumer des documents volumineux, comprendre les principes juridiques complexes sans passer des heures à éplucher des textes. Et c'est dans cette logique que les hauts magistrats du Conseil d'État suivent une formation sur l'usage de l'IA. Rigen Chindano nous en dit un peu plus. Pendant 2 jours, les hauts magistrats du Conseil d'État vont se familiariser avec les fondamentaux et usages de l'intelligence artificielle dans le cadre de leur mission. Placée sous le thème « Introduction aux outils d'intelligence artificielle générative dans la pratique du droit », cette session a permis de comprendre la quintessence même de l'IA, mais aussi, dans une certaine mesure, arriver à une conclusion. Rien ne peut remplacer les raisonnements humains. Cet outil technologique
peuvent venir en appui pour améliorer l'analyse juridique, la rédaction ou encore la recherche documentaire. La première présidente du Conseil d'État, Brigitte Ntsesele ou Ansesele, explique ici l'importance de cet outil. Cette question vaut pour tous les domaines scientifiques. Nous recourons à l'intelligence artificielle comme outil de recherche dont le maître reste un être humain. Le magistrat qui pourra contextualiser ces questions puis bonifier son travail. C'est les juges qui décident, qui a les derniers mots. Parce que le droit congolais n'est pas encore numérisé au point que les questions de recherche ou les prompts donneront essentiellement le droit étranger. Cette initiative s'aligne parfaitement dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour un appareil judiciaire plus performant et adapté aux enjeux contemporains. J'en parlais dans les titres. Les dernières pluies dans la capitale ont aggravé une situation déjà difficile. Les sites de l'université de Kinshasa est sous la menace des têtes d'érosion. Il faut donc des solutions urgentes pour éviter que la partie occupée par les professeurs, disons leur résidence, disparaisse de cet espace. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo, s'est rendue sur place. Alain Bikaï. Plusieurs têtes d'érosion suite aux dernières pluies diluviennes menacent les campus de la colline inspirée de Kinshasa. Les voies qui mènent vers le plateau des professeurs et les hommes des étudiants risquent de se couper si rien n'est fait à temps. C'est dans ce cadre que la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, professeur Marie-Thérèse Sombo, a fait une descente sur ce site pour s'enquérir de la situation. Accompagnée directeur de cet alma mater, la ministre des tutelles a fait la ronde pour palper la réalité en vue d'envisager une réponse adéquate pour freiner la progression de cette d'érosion. Sur son passage, Marie-Thérèse Sombo a constaté les efforts consentis par la brigade universitaire pour sauver certains résidents des professeurs menacés par ces érosions et les routes qui les relient à l'université. Au vu des menaces, la ministre de l'ESU a contacté son collègue des travaux publics et celui de l'aménagement du territoire pour une solution idoine. Dans les jours à venir, une équipe d'experts de ce ministère sera sur le terrain pour des modalités pratiques, ont convenu ce membre du gouvernement souminois. Bien avant, la patronne de l'ESU a échangé avec la nonce apostolique qui visitait pour la première fois l'université de Kinshasa avant de participer à la messe célébrée par ces derniers à la paroisse catholique de l'université de Kinshasa, Notre-Dame de la Sagesse. Et avec ces 80% d'hectares de terres arables, la RDC n'exploite que 10% de ces terres fertiles, un potentiel à développer entre autres à travers une stratégie nationale de développement de l'irrigation qui a fait d'ailleurs l'objet d'un projet porté conjointement par le gouvernement central et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Marie Kalong. Bientôt, la République démocratique du Congo va se doter d'une stratégie nationale de développement de l'irrigation, une méthodologie qui permettra d'accroître la production et la productivité agricole pendant toute l'année. C'est le ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Grégoire Mouchaïl Moutom, qui a donné le go de cet atelier en épinglant la nécessité d'une cartographie des terres irrigables. La RDC possède des réserves foncières considérables, comprenant plus de 80 millions d'hectares de terres arables, dont plus de 4 millions sont potentiellement irrigables. Je souhaite insérer dans les activités de la stratégie nationale de développement de l'irrigation la cartographie des terres irrigables avec la facilité que nous donnent les drones actuellement, en commençant par les centres agricoles de Tchouengue. Le représentant de la FAO en RDC a démontré l'importance du système d'irrigation. La RDC dispose de plus de 80 millions d'hectares de terres arables, dont à peine 10% sont exploités et possède un des réseaux hydriques les plus denses du monde. Pourtant, le taux d'irrigation y demeure extrêmement faible, en deçà de 1% de surface cultivée, ce qui constitue un paradoxe stratégique pour un pays qui aspire à l'autosuffisance alimentaire
et à la valorisation de ces chaînes de valeurs agricoles. À noter que ce projet de coopération technique est mis sur pied par le ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire conjointement avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. La production de blé, l'élevage de bovins, mais aussi l'agro-business d'une manière générale, eh bien, les coordonnateurs de la réserve stratégique générale, Serge Moulumba Kanchi, a visité l'installation des producteurs locaux dans la province du Lualaba. On en parle à travers ses commentaires de Chimène Dondo. Dans le cadre de sa mission officielle à Kolwezi, dans la province de Lualaba, le coordonnateur de la réserve stratégique générale, Moulumba Kanchi Serge, a entrepris une visite de terrain pour rencontrer les producteurs locaux. Sa tournée a débuté par les installations de Dagril qui dispose d'une minoterie moderne dotée de kilos d'une capacité de 7000 tonnes et d'une vaste ferme intégrée où il développe la pisciculture, la pocherie et de poulailler. Prenant la parole, Igedi Dembolo, coordonnateur adjoint en charge de questions techniques, a rappelé l'intérêt de la réserve stratégique générale d'accompagner le producteur locaux en milieu rural. La réserve a besoin d'accompagner ou d'être avec des producteurs locaux, pour commencer, parce qu'on veut promouvoir la production locale. Et ça passe par des acteurs comme Dagril, parce que jusque-là, ils ont travaillé avec des moyens propres, et derrière, ils nourrissent déjà la province du Lualaba. Regardez ça. Et ça, c'est la terre congolaise. Il est important de noter que la réserve stratégique générale se positionne comme racheteur de la production locale, lui permettant de garantir la transformation et la consommation locale, mais aussi de consulter de stocks de produits stratégiques pour une nation résiliente. On en vient maintenant à cette information. 100 000 doses de vaccins contre la peste des petits ruminants et 40 000 autres contre la rage canine. Direction la province du Congo central, où le ministre de la Pêche et Élevage, Jean-Pierre Tshimanga-Bwana, a procédé au lancement de la campagne de vaccination des animaux. Redépenda pour plus de détails. Cette campagne de vaccination de grande envergure vise à enrayer la propagation des maladies dévastatrices qui continuent de décimer les cheptels et les animaux domestiques, compromettant ainsi le moyen de subsistance des éleveurs locaux. Le week-end dernier, le ministre de la Pêche et Élevage, Jean-Pierre Tshimanga-Bwana, a procédé au lancement de l'opération de vaccination des animaux à partir de la ville de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Lors de cette cérémonie, le ministre a remis un lot conséquent de 140 000 doses de vaccination au gouverneur de province, grâce Bilolo, 100 000 doses contre la peste des petits ruminants et 40 000 contre la rage canine. Cette campagne de vaccination ciblera les territoires de Kazangoulou, Banzangungu et Tchela. Nous sommes descendus ici sous la propagation de l'État avec la coordination de Mme la Première ministre pour ouvrir la riposte contre ces maladies en lançant la campagne de vaccination contre la peste de petits ruminants et la rage canine. Ce que nous demandons, c'est que vous puissiez être coopératifs en ouvrant vos fermes, en ouvrant vos élevages à l'équipe qui restera pour vacciner, pour nous permettre de mener cette action à bon port. En plus des vaccins, le gouvernement met à la disposition des prestataires de terrain des matériels vétérinaires composés des antibiotiques, des vermifuges, 5 motos tout-terrain et un véhicule Toyota Land Cruiser. Cette action s'inscrit dans la 3e phase de la campagne nationale de vaccination démarrée à Kikwit dans le Kwilu, suivie de Kenge au Kwango, et elle s'étendra prochainement au Lualaba et au Katanga. Il faut noter que la vaccination est gratuite. Et la relance des travaux de construction du barrage hydroélectrique des Katindi. De nouveau à l'ordre du jour, ces projets est de nouveau sur la table. Le ministre des Ressources hydrauliques, Teddy Luamba, était avec les partenaires de ce projet pour en parler. Un commentaire d'Alain Bikaï sur ces images de Tony Djouma. Suivez. Dans quelques jours, les travaux de la construction du barrage des Katindi au Kasaï central vont redémarrer.
C'est dans ces cadres que le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, professeur Teddy Luamba Mouba, a convoqué toutes les parties prenantes à ces projets dans son bureau de travail pour de nouvelles directives quant à ces. Dans sa communication, Teddy Luamba Mouba est revenu sur les rôles de chacune des parties, le respect des délais et la célérité dans l'exécution de ces grands projets du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour desservir en électricité la population de l'espace Grand Kasaï. Pour Teddy Luamba Mouba, dans 24 mois, les travaux de 2 turbines de 32 MW doivent terminer. Donc c'était important que nous tous, les parties prenantes, que nous soyons fixés quant à la manière dont les choses vont se dérouler. Nous avons 24 mois pour que la première phase se termine, c'est-à-dire que nous puissions avoir les 2 turbines en marche de 16 MW chacune, ça fait 32 MW, ainsi que la ligne qui va aller jusqu'à Kananga. 48 mois pour finir tout le projet. Donc que la population sache que les choses ont commencé. Le ministre nous a rassuré que le gouvernement a tout fait pour que les finances soient sécurisées. Rappelons que ces travaux sont à l'arrêt depuis 2016, mais l'actuel patron des énergies en République démocratique du Congo s'est investi bec et ongle pour acheminer les matériels de ce barrage abandonné à Lubumbashi vers Chimbulu au Kasaï central. Et la lutte contre les épidémies nécessite, au-delà des vaccins, de la pédagogie pour lutter contre les préjugés. L'Institut national de recherche biomédicale INRB a accueilli une formation sur le master de modélisation appliquée en santé globale. Anastasie Domo. Un master de modélisation appliquée en santé globale a été lancé au cours d'une cérémonie scientifique organisée à l'Institut national de recherche biomédicale par l'Institut One Health pour l'Afrique, en vue de permettre aux apprenants d'apporter les solutions aux différents problèmes sanitaires en République démocratique du Congo et dans la sous-région. Le docteur Jean-Jacques Mouyembe, directeur général de cet institut, a invité les étudiants à se démarquer afin d'apporter des solutions dans la surveillance et la réponse aux épidémies. Vous pouvez avoir un très bon vaccin, mais ce vaccin est refusé par la population. Alors vous demandez pourquoi? C'est parce que la population, la communauté n'est pas engagée, n'a pas compris. Donc l'engagement est très important et il y a également un aspect appropriation. Quand vous vous engagez, vous prenez ça comme votre affaire. Et ce que nous avons vu avec le Covid, on a introduit le lavage des mains. Après le Covid, on a oublié. Or, on doit continuer à se laver la main parce que c'est ça qui va vous protéger contre les autres maladies comme le choléra, comme l'Ebola et ainsi de suite. Par ailleurs, il s'est dit satisfait et compte en même temps sur l'apport des étudiants de cet institut qui résout les problèmes de la communauté. Il faut des réformes courageuses pour atteindre un niveau standard et une compétitivité susceptible de relever les défis à l'échelle nationale et internationale. Eh bien, l'Office de route a réuni ses directeurs centraux et provinciaux à ces sujets, nous dit Joël Makela et Paulette Lomba sur ces images de Junior Bonyoma. Pendant une semaine, les directeurs provinciaux de l'Office de route seront davantage outillés sur la construction et l'entretien des infrastructures routières. C'est le directeur général de cet office, Janoki Kangala Ngoy, qui a ouvert ce séminaire. À cette occasion, Janoki Kangala a insisté sur l'importance de cette formation visant à doter le personnel placé sous sa tutelle des compétences nécessaires afin d'améliorer leur savoir-faire dans la construction d'ouvrages répondant aux standards internationaux. Il est important que certaines notions nouvelles vous permettent de vous remettre à niveau par rapport à la gestion de ces différentes entités qui vous sont confiées. Il y a les aspects liés aux études techniques et aux études géotechniques entre vous, les directeurs provinciaux. Il peut y avoir certains aspects qui peuvent faire en sorte qu'il y ait échange d'informations entre vous et cela sera toujours encourageable pour permettre à ce que les expériences des uns permettent aux autres de bien mener leurs actions sur terrain.
De son côté, le président du conseil d'administration a souligné la nécessité de créer un climat de travail propice. Il a également rappelé à chaque directeur provincial ses responsabilités et son rôle dans l'atteinte des objectifs fixés par l'office de route. Dans la foulée, les participants ont échangé sur leur expérience. Les directeurs provinciaux ont également saisi l'occasion pour soumettre un mémo à la hiérarchie. Dans les territoires d'Irumu, province de l'Ituri, la paix y règne et les communautés vivent en parfaite harmonie. Et c'est ce qui favorise d'ailleurs l'essor économique sur place, résultat obtenu suite aux efforts consentis par l'administration militaire. Images et commentaires. L'approche militaire à côté des non-militaires, stratégie mise en œuvre par le commandant des opérations militaires en Ituri, a pacifié la zone de Kunda en chefferie de Babelebe. S'inscrivant dans cette logique, sur instruction du lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, c'est le colonel Siro Simba Bunga Jean, administrateur de ces territoires, a palpé du doigt l'amélioration de la situation sécuritaire actuelle. Parce que sinon, on va vous demander qui bloque qui et pour quel objectif. Durant 3 jours à Kunda, ceci a contribué et redynamisé la cohésion sociale et la paix associée à la reprise des activités socio-économiques qui se déroulent le jour tout comme la nuit. Pour pérenniser ces acquis de paix et la cohabitation pacifique enregistrée à cette période de l'état de siège, l'administrateur du territoire a échangé avec toutes les couches sociales de la chefferie. Nous gérons la population. Dès lors qu'il y a un problème au sein de la population, c'est là où nous devons nous focaliser. C'est pourquoi la raison de ma mission ici sur l'instruction de l'autorité provinciale pour mettre de l'ordre. Occasion pour lui de lancer un appel à l'unité. Pour la population, un message de paix, qu'elle puisse vaquer librement à ses occupations. Et il n'y aura pas blocage. Ceux-là qui sont à Mwanga, ils peuvent arriver à Kunda sans problème. Et des Kunda peuvent aller à Mwanga sans problème parce que nous prenons la libre circulation de la population et de ses biens. Incroyable mais vrai, des maisons commerciales construites en dur poussent comme des champignons grâce à la restauration de l'autorité de l'État et la stabilité sécuritaire telle que voulue par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, initiateur de l'État de siège pour le bien-être de sa population. Et ces communiqués officiels du secrétariat général à l'urbanisme et habitat et la direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GERAD, qui rappellent à l'attention de tous les occupants assujettis aux droits des locations de maisons, locaux et appartements relevant du domaine privé de l'État, la nécessité d'observer de manière stricte les dispositions contractuelles et, à l'occasion, les informe plutôt qu'en vertu du contrat des bails signé entre les parties, ils sont priés de bien vouloir se mettre en ordre des paiements de droits subvisés. Ainsi, au terme de l'annexe de l'arrêté ministériel de 2020 et de numéro 067 CAB Mine Finance bar 2020 du 11 juin 2020 portant fixation de taux de droit, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du ministère de l'Urbanisme et Habitat dans les secteurs de la gestion immobilière, les défauts de paiement des dits droits à l'échéance ainsi fixée exposent tout contrevenant aux amendes transactionnelles ainsi qu'à d'autres sanctions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Un communiqué signé Étienne Ochudilutula, directeur général de la DGRAD, et Laurent Tchelou Mouini-Mali, secrétaire général à l'urbanisme et habitat. La culture Emba, présentée à Kinshasa, une culture, un espace géographique et une sagesse ancestrale cachée dans le pas des danses traditionnelles exécutées par l'artiste local Pascal Nepa, qui a livré un concert ici sur place à Kinshasa. On en parle avec Paulette Lomba sur ces images de Siandé Maka. Suivez. C'est dans l'objectif de rechercher l'unité de tous
valoriser et promouvoir la culture Hemba que l'artiste musicien chorégraphe Pascal Nepa a livré un méga concert à Kinshasa, en présence de plusieurs autorités de marque, notamment les notables, les honorables, ainsi que les ressortissants de Kongolo et de Nyunzu, tous de la province de Tanganyika. Au cours de ces méga-concerts, un diplôme de mérite et un trophée a été décerné à l'artiste musicien chorégraphe Pascal Nepa pour ses talentueux services de main de M. Baudouin Kitenge, président de l'association Twibunge. Aujourd'hui, il y a Pascal Nepa qui vient d'être couronné par ses pairs ou par les membres de la coordination provinciale en lui décernant ce diplôme de mérite et ce trophée. Le contenu du cantique pour lequel il a été couronné s'intitule Tumbulbanu Masomo. Envoyons les enfants à l'école. Qu'on les pousse à l'école, qu'ils le veuillent ou pas, poussons-les. C'est grâce à l'éducation ou à l'enseignement qu'ils seront valeureux parce que la relève de demain, elle est constituée de cette jeunesse d'aujourd'hui. L'artiste musicien chorégraphe Pascal Nepa a composé plus de 40 titres. Et je réponds à ces communiqués du secrétariat général à l'urbanisme et habitat, mais aussi la DGRAD. Eh bien, les secrétariats généraux à l'urbanisme et habitat et la DGRAD rappellent à l'attention de tous les occupants assujettis aux droits de location de maisons, locaux et appartements relevant du domaine privé de l'État la nécessité d'observer de manière stricte les dispositions contractuelles et à l'occasion les informe qu'en vertu du contrat de bail signé entre les parties, ils sont priés de bien vouloir se mettre en ordre de paiement de droits suivisés. Ainsi, au terme de l'annexe de l'arrêté interministériel de 2020 et du 11 juin 2020 portant fixation de taux de droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du ministère de l'Urbanisme et Habitat dans le secteur de la gestion immobilière, les défauts de paiement des dits droits à l'échéance ainsi fixés exposent tout contrevenant aux amendes transactionnelles ainsi qu'à d'autres sanctions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Communiqué signé Etienne Ochudilutula, directeur général, et Laurent Tchelou Mwenimali, secrétaire général à l'urbanisme et habitat. J'en parlais dans les titres. C'était le week-end dernier, la journée mondiale de la liberté de la presse. Les acteurs se sont retrouvés donc aujourd'hui au Congo Fleuve Hotel pour parler de la profession et c'était en présence du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a réitéré son engagement à promouvoir un pluralisme médiatique. Et cette 32e célébration a tourné autour de la thématique sur le journaliste congolais face au défi de l'intelligence artificielle, information et désinformation en ces temps de guerre, d'agression rwandaise. On en parle à travers ces reportages. Suivez. En République démocratique du Congo, les professionnels des médias se sont donné rendez-vous ce lundi pour réfléchir autour de la liberté de la presse, qui est le miroir de notre démocratie et pilier fondamental de toute société démocratique. Organisé par le ministère de la Communication et Médias sous le haut patronage du président de la République, l'édition 2025 de la journée consacrée à la liberté de la presse revêt un caractère tout particulier. Elle est célébrée dans un contexte d'agression de notre pays par le Rwanda avec ses supplétifs de l'AFC et du M23. Sur la liste des prises de parole pour la circonstance, l'UNPC, l'Union nationale de la presse du Congo, et l'UNESCO ont loué les efforts inlassables que déploie le président de la République dans la recherche de la solution pour mettre fin à la crise sécuritaire vécue au quotidien dans la partie est de notre pays. Le journaliste congolais face au défi de l'intelligence artificielle, information et désinformation en ce temps de guerre d'agression rwandaise, un thème interpellateur qui place le journaliste congolais face à ses responsabilités, selon le président du CESAC. L'intelligence artificielle, une arme de guerre numérique. L'histoire nous enseigne que dans des moments de crise, l'information devient aussi cruciale que les armes. Pendant les guerres,
les puissances ont toujours cherché à manipuler les masses à travers les récits. Mais aujourd'hui, la guerre de l'information n'est plus menée avec des tracts ou des affiches. Aujourd'hui, elle est menée sur les réseaux sociaux par des vidéos, des textes générés par des intelligences artificielles. Dans un contexte de guerre d'agression, le ministre de la Communication et Médias peint un tableau sombre de la situation des professionnels des médias œuvrant dans l'Est de la République sous occupation de l'armée rwandaise, où les micros sont restés aphodes, les plumes ont séché, laissant la place à la terreur, aux intimidations, aux arrestations arbitraires et à la fermeture de certains médias. Votre présence aujourd'hui, Excellence Monsieur le Président de la République, transcende le symbole. C'est un rempart vivant contre cette offensive liberticide. Elle illustre à la fois votre engagement constant pour le soutien et la défense de ces piliers de notre démocratie, et aussi spécialement un signe de solidarité et de compassion pour ces journalistes qui font preuve de bravoure et de résilience à l'image de nos populations qui ne cachent pas leur hostilité face aux forces d'occupation et qui quotidiennement attendent le message de votre part. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réaffirmé son attachement indéfectible au pluralisme médiatique, mais aussi à l'accès à la vérité pour une liberté de la presse qu'il définit comme pilier fondamental de toute démocratie digne de son nom. L'intelligence artificielle, une révolution technologique qui transforme le monde à une vitesse fulgurante, mais constitue également un piège pour les professionnels des médias face aux risques majeurs, notamment celui de la désinformation. Jamais l'information n'a circulé aussi vite. Jamais la désinformation n'a été aussi pernicieuse. Et jamais la frontière entre les deux n'a été aussi fine. En illustration de mon propos, je ne peux passer sous silence les nombreuses manipulations médiatiques autour du partenariat stratégique en cours de finalisation entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique concernant la valorisation de nos minerais critiques. Je tiens ici, devant vous, à réaffirmer solennellement ce que j'ai toujours défendu. Jamais, mais au grand jamais, je ne braderai les richesses de la République démocratique du Congo. En ce temps de guerre, le chef de l'État appelle chaque journaliste à faire le choix conscient d'une information qui contribue à la défense de la patrie dans le strict respect du code d'éthique et de déontologie. Le président de la République a également échangé avec la nouvelle représentante du Danemark au Conseil de sécurité. Et la même représentante est également représentante dans la région du Grand Lac. Les questions sécuritaires dans la partie est du pays étaient au centre. On en parle dans ces reportages. Membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, le Royaume du Danemark compte jouer un rôle équilibré, constructif dans la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie orientale de la RDC et participer aux efforts de restauration de la paix durable dans l'est du pays. C'est dans cette optique que s'inscrit la visite à Kinshasa de la représentante spéciale du Royaume du Danemark au Conseil de sécurité des Nations Unies pour le Grand Lac et le Sahel, Brigitte Nygaard Markussen. Reçu par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ce lundi 5 mai à la Cité de l'Union africaine, Brigitte Nygaard, qu'accompagnait une forte délégation danoise, a échangé avec le président de la République Félix Tshisekedi sur le contour de la situation sécuritaire du pays dans le but de mieux appréhender la problématique liée à la guerre dans l'est de la RDC. Nous avons eu une discussion très intéressante, très important, lié à les processus, les solutions politiques qui sont là maintenant. Il y avait des discussions à Doha, il y avait des discussions à Washington, il y avait des processus aussi
pour part de l'Union africaine et nous, comme de Danemark, quand on veut jouer un rôle constructif pour voir la paix. Nous avons discuté comment est-ce que la société internationale, comment est-ce que nous pourrions jouer un rôle positif et constructif. Brigitte Nygard a également évoqué dans ses propos les recommandations du Conseil des Nations Unies faisant suite aux résolutions de février 2025. Je ne veux pas rentrer dans tous les détails le travail politique ou diplomatique, mais nous travaillons durement au niveau de New York pour assurer une résolution de février cette année même où il y avait des recommandations de conseil très très claires liées à la situation dans la sous-région. Chaque partenaire, on peut voir dans la résolution, chaque partenaire a des tâches, le vrai travail à faire. Et nous avons aussi discuté, et le Danemark a travaillé aussi durement pour assurer qu'on discute aussi la situation humanitaire de la région de l'Est de votre pays, parce que c'est très préoccupant. La RDC et le Royaume du Danemark entretiennent d'excellentes relations diplomatiques. Et voilà qui boucle complètement ce journal de 20h sous la RTNC coordonné par Jacques Kabouaba, à la rédaction Nana Mouzazebo, à la réalisation Simon Kankolongo et André Njeka, à la prise de son Yannick Yangumba, sous la supervision éditoriale de Joseph-Oscar Mbal Kaïj. 23h, Robert Ndaye, demain 7h, Eric Abamba. Merci de nous avoir suivis. L'actu continue sur nos plateformes YouTube, Facebook et sur rtnc.cd. Bonsoir chez vous.